Bonjour tout le monde, j'espère que ça s'est bien passé pour vous ce matin et ce midi. Donc bienvenue de nouveau dans cet auditorium pour les tracks de cet après-midi. Et on va commencer cet après-midi avec un retour d'expérience de la centrale de compensation du canton de Vaud. Donc pour ceux qui ne sont pas suisses, donc c'est une entité qui gère entre autres les retraites, si je ne me trompe pas, pour le canton de Vaud. Et c'est un retour d'expérience sur plusieurs années de mise en place depuis le départ jusqu'à l'état aujourd'hui de Kubernetes et d'OpenShift en particulier. Merci d'accueillir Frédéric et Frédéric qui vont nous partager ce retour d'expérience. Merci. Alors, qui sommes-nous? Donc, Frédéric Rano, je suis responsable du service informatique de la caisse de compensation du canton de Vaud pour l'AVS. Et Frédéric Legrand, donc enchanté. Moi, je suis dans la société Fiche et nous avons accompagné la caisse dans une partie de l'aventure. Donc voilà. Alors, je vais aller rapidement sur qu'est-ce que la CCVD. La CCVD donc s'occupe des assurances sociales pour le canton de Vaud. Elle a été créée en 1947 et nous sommes la 3e caisse de Suisse. Nous avons plus de 350 collaborateurs internes, plus à peu près la même chose en externe qui utilisent nos systèmes, et plus de 125 000 affiliés et bénéficiaires. Donc la CCVD innove au niveau informatique et a été récompensée ces dernières années par plusieurs prix d'innovation. Par rapport à la containerisation, donc en fin 2019, la CCVD s'est engagée sur la voie de la containerisation, tout simplement pour 2 raisons. 1, on avait une mise à jour à faire de notre infrastructure, et 2, on avait un nouveau système cœur métier qui arrivait. Et donc, on a recherché une solution technique pérenne et on est tombé sur OKD. Ça tombait bien, c'était aligné avec les besoins du système cœur métier ainsi que nos besoins à nous-mêmes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est la CCVD a une équipe IT interne d'une 30aine de personnes actuellement. En 2020, nous avons déployé une première application cœur métier sur un environnement OKD cette fois-ci. Donc on avait choisi la version gratuite pour démarrer. Cet environnement faisait partie du packaging livré par l'éditeur de la solution. Donc ça nous a permis au niveau de la caisse de prendre en main l'installation, l'exploitation avec le support de l'éditeur initialement de cette première application. Donc ça nous a donné une première expérience avec OKD. En 2022, donc quelques années plus tard, la décision a été prise de passer à la version commerciale, à savoir OpenShift, pour la partie back-office. Donc ce qu'il faut savoir, c'est notre système ont 2 parties, une partie back-office utilisée par toute la caisse et une partie front pour notamment nos affiliés. Pourquoi est-ce qu'on n'hoste pas tout? Tout simplement pour des problèmes sécuritaires. On préfère hoster notre portail notamment à l'extérieur. Ça permet d'éviter les attaques directes chez nous. Pourquoi OpenShift, me demanderez-vous, puisqu'on avait OKD, c'est pas cher, gratuit, etc. Tout simplement parce que la première application concernait une petite partie de la caisse. La suite concerne toute la caisse. Donc on souhaitait avoir un support Red Hat en cas de problème, du fait que ces composants devenaient stratégiques, puisque si ça s'arrête de fonctionner, on commence à avoir toute une série de composants qui arrêtent de fonctionner. On voulait aussi bénéficier du déploiement de la maintenance facilitée du fait d'OpenShift. Donc on est parti en 2022 avec une solution OpenShift. On s'est fait accompagner d'une société spécialisée dans la containerisation, Fiche pour ne pas les nommer, tout simplement parce qu'avec l'expérience qu'on avait accumulée les précédentes années, on s'est aperçu que c'est toujours bien de se faire accompagner par des professionnels et de mettre en place
des solutions qui étaient indépendantes de l'éditeur et qui allaient nous durer pour un certain nombre de dizaines d'années. Donc l'idée était de sécuriser, d'industrialiser. On voulait aussi un environnement neutre, comme je le disais, nous permettant de déployer d'autres applications que simplement cette première application éditeur. Voilà, donc nous, on accompagne depuis plus de 6 ans beaucoup de projets de ce type. Et on a une ADN qu'on pousse et qu'on essaye de pousser et qui aujourd'hui est en train de se généraliser. On le voit quand on va à la KubeCon. Tout s'oriente vers cette approche-là, donc je l'explique. Donc Pets versus Cattle. Donc quand on déploie du Kubernetes et l'écosystème qui va autour, on essaye de gérer ça comme du cattle, donc du bétail, par opposition à du pet, qui est un animal de compagnie qu'on va bichonner, qu'on ne peut pas perdre. Donc du coup, nous, notre approche, et c'est ça qu'on a arrivé au bout à la caisse de la CCVD, c'est qu'on peut perdre un cluster. On est indépendant de l'infrastructure. On peut perdre n'importe quel élément de l'infrastructure, on continue à fonctionner. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, Kubernetes vient avec des mécanismes de cloisonnement layer 2 en interne, en externe. On peut vraiment garantir d'avoir une infrastructure qui est sécurisée même à l'intérieur. Et du coup, on peut faire aujourd'hui du cluster multipurpose. On peut mélanger de la prod, de la non-prod. En gros, un cluster, c'est de la CPU, de la RAM. Et on provisionne des applis dans ce cloud de cluster. On ne doit plus aujourd'hui dire « c'est mon cluster prod, je ne veux pas le perdre ». Ça, aujourd'hui, tout est fait. Et si on va voir les conférences KubeCon à Amsterdam qui arrive au mois de mars, on voit que énormément de confs sont sur ce sujet-là. Donc du coup, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir scaler plus facilement, d'avoir une meilleure disponibilité des services et d'avoir de l'uniformité. Surtout quand on gère quelque chose, on le gère de manière uniforme, on ne réfléchit plus à c'est ce cas particulier-là. On a une logique globale, ce qui nous permet d'automatiser très facilement. Un exemple simple d'infrastructure, donc cluster hub, donc un cluster transverse sur lequel on va mettre tout l'outillage transverse, Argo CD, les pipelines Tekton ou autres types, le monitoring. Voilà, donc on a un cluster qui est indépendant et on a des clusters métiers, les clusters A et B, exprès appelés de manière générique, pour qu'on puisse tourner donc à la CCVD, les clusters A et B sont actifs. Et on est capable de basculer les workloads de l'un à l'autre et de ne pas être dépendant. Si on veut mettre à jour le cluster A, on va évacuer le cluster A de ses applications pour les mettre sur le cluster B, mettre à jour le cluster A et après ramener éventuellement les applis pour faire l'autre cluster. Tout a été mis dans l'ADN de départ dans ce sens-là. Voilà, je pense que sur ce slide, j'ai terminé. Oui, donc cet exemple d'architecture multicluster est effectivement ce qu'on a en production à la CCVD. Et les résultats de cette implémentation, donc, qui a été pensée et réalisée avec Fish, avec un certain nombre de demandes de notre part plus ou moins tordues, nous ont permis d'adresser pas mal de challenges. Donc, l'un des premiers challenges, c'est basculer d'un environnement applicatif à un autre. Donc on a mis en place toute une série de pipelines basés Git, Argo CD, etc. qui nous permettent de faire ces bascules. On peut aussi restaurer un environnement de démonstration à volonté. Donc typiquement, il y a 4-5 ans, même moins, on va dire il y a 3 ans, quand on demandait à avoir un environnement de démo, l'environnement il était préparé à l'avance, plusieurs semaines à l'avance. Et puis, une fois que ça fonctionnait, surtout, il ne fallait plus rien toucher. Donc, autant vous dire qu'on avait un environnement qui était non disponible pendant 2-3 semaines, assez souvent. Actuellement, en l'espace de quelques minutes, on peut restaurer un environnement comme on veut. À savoir, la personne prépare sa démonstration, et puis, une fois qu'elle a bien testé sa démo, on prend un snapshot, et ce snapshot peut être restauré quand on le veut.
Donc ce qu'il faut voir, c'est le snapshot, il n'est pas juste sur de l'OpenShift, il est totalement transverse, à savoir on a des restores sur la partie front avec base de données MariaDB, Mongo, Rabbit, on a de l'OKD aussi. On a le back-office avec une autre base de données qui est du SQL Server, encore du Mongo, du Rabbit et cette fois-ci de l'OpenShift. On peut aussi, avec cette architecture, gérer la disponibilité des dépendances externes. Pourquoi? Tout simplement, on s'est aperçu qu'on nous livre des versions. Ces versions, on n'avait pas la main dessus, à savoir l'éditeur pouvait décider de changer le contenu d'une version, pouvait retirer une classe, enfin un package plutôt, et on n'avait que nos yeux pour pleurer. Donc initialement, on a mis un repository Quay et après on est passé à Arbor pour des problématiques techniques. Ça nous a aussi donné la possibilité d'intégrer des tests de non-régression automatique dans notre processus. On verra tout à l'heure avec les pipelines. On a un pipeline qui est organisé sur un mode Lego et on peut créer un peu ce qu'on veut avec. Les résultats autres, c'est plus d'autonomie vis-à-vis de l'éditeur. On a un environnement qui est neutre. On a notre propre façon de déployer. On n'a aucun souci de productif. On a des équipes qui sont devenues 100% autonomes. Donc au départ, on était bien encadré par Fish. On a découvert comment le monde de la containerisation avec, entre autres, Fred. On lui pompait ses scripts. Enfin bon, bref. Maintenant, on est autonome. On peut faire nos propres scripts, notre propre pipeline, customiser, faire toutes les choses rigolotes que l'on fait avec OpenShift en particulier. Les opérations simples ont aussi été déléguées aux équipes. Donc, au tout départ, seules 2-3 personnes accédaient aux consoles, allaient faire les modifications, etc. Maintenant, ce que l'on a, alors, je ne sais pas si j'arrive à... Non, ça ne marche pas ça, tout va bien. Ce qu'on voit sur l'image en haut à droite, on a un portail où maintenant, toute personne ayant les accès, donc c'est une quinzaine de personnes, peut aller redémarrer un environnement si besoin. On peut l'arrêter, etc. Donc ça nous arrive notamment quand on fait des maintenances ou quand on veut faire des modifications base de données et puis redémarrer avec un environnement rapidement là-dessus. Donc on n'a plus besoin de passer par quelqu'un qui va se connecter à la console, qui va arrêter un à un les pods, etc. Ce qui prenait un certain temps. C'est vraiment un clic pour arrêter, un clic pour démarrer, ou pour ceux qui préfèrent, un clic pour juste redémarrer. Le monitoring, c'est l'image du bas, a été aussi fait en parallèle. Parce que c'est bien d'avoir un environnement, par contre, on voit assez rapidement qu'il y a pas mal de pods, donc d'éléments d'exécution qui chacun crée leur log, etc. Donc il est assez important d'avoir une console pour monitorer ce qui se passe dans le système. C'est des systèmes qui peuvent être versatiles. Donc là, c'est la version monitoring plus technique. On a aussi les monitoring avec les mêmes technologies, du Grafana, pour montrer les résultats sur les parties métiers. Donc on peut aller voir qu'est-ce qui se passe, les événements qui sont créés, les nombres d'affiliés typiquement qui sont connectés, etc. Donc ceci nous permet d'avoir une bonne sérénité sur le futur pour l'absorption de nouveaux projets, pour les problématiques aussi qu'on va avoir de performance au fur et à mesure que de plus en plus d'applications utilisent le système. On a une plateforme qui nous permet d'avoir une mise à l'échelle sans problème. Alors vous me direz, ouais, ok, c'est bien joli, mais il vous faut 300 personnes. Non. En 2019, on a commencé, il y avait
aucune connaissance conteneur. OKD était une boîte noire. Je pense que ça a continué jusqu'en 2020 et début 2022. On était un peu comme la personne qu'on voit sur l'image en haut à droite, avec nos jumelles, avec il y a des conteneurs, c'est bien, mais ça fait un peu boîte noire. Donc pour des gens qui ont l'habitude de faire des scripts en Unix, etc., première impression, c'était compliqué, on n'a plus la main dessus. Donc grâce au support de Fred et de Fish, on a pu monter en compétences petit à petit, en regardant avec lui comment est-ce qu'il fait pour rentrer dans ce porte-conteneur, aller ouvrir les conteneurs, aller dedans, aller faire des changements, etc. Et maintenant, on peut dire qu'on a 2 collaborateurs, ici présents d'ailleurs, un peu plus haut, formés sur cette technologie et qui peuvent faire de façon sereine l'exploitation premier et deuxième niveau, le support troisième niveau restant du côté de Fish pour nous expliquer un peu les subtilités qu'on n'a pas encore captées. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la containerisation fait partie de nos standards. Donc autant au départ c'était vraiment la boîte noire qui fait peur, autant là, comme la personne qui se tient sur les conteneurs, on est sur des technologies qui sont comme les scripts Unix, comme toute autre technologie qu'on utilisait il y a 10 ans, 20 ans, c'est devenu du standard à la caisse. Alors rapidement, donc ça vous donne un peu quelques éléments sur les outils qu'on utilise, que ce soit Tekton, Argo, Helm, Grafana, Vim, enfin Kasten de Vim, etc. Steam pour récupérer les logs. Et une des choses au niveau de l'exploitation qu'on a trouvé assez intéressant, c'est les pipelines. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'au tout début, on faisait tout à peu près manuellement. On allait, on démarrait les trucs, on arrêtait, enfin tout allait bien. Assez rapidement, on s'est dit manuel c'est sympa, mais ça prend du temps. Donc on est parti sur un premier pipeline que Fred a réalisé, qui était pour industrialiser de bout à bout. C'est-à-dire, on prenait un package qui était livré par l'éditeur, on l'installait sur notre premier environnement de développement avec toute une série d'activités pour l'installer sur cet environnement. Et puis après, la suite, c'était de l'installer sur l'intégration et jusqu'à la prod. Ce qui est important de dire, je pense que en fait, les pipelines, ça ne sert pas que à builder des développements internes. Dans le cadre d'un éditeur externe, on peut avoir un gain de temps énorme aussi en mettant en place tout ça. Tout à fait. Donc ça permettait aussi pour nous d'avoir des fameux stages pré- et post-activités OpenShift pour pouvoir notamment faire passer des patchs au niveau des bases de données, puisqu'on utilise ces pipelines pour tout faire. Donc on va aller restaurer de la base de données, on va faire du patching de base de données, etc. Et après cette première expérience d'un pipeline, on va dire traditionnel d'industrialisation, avec environnement 1, environnement 2, environnement 3, on arrivait dans une deuxième phase à se dire ok, c'est sympa le pipeline, mais c'est un peu trop rigide pour ce qu'on fait. Et on est parti sur une réflexion de comment est-ce qu'on pouvait faire pour non plus avoir un assemblage de Lego, mais avoir les Lego de base qui nous permettaient de créer des nouveaux pipelines qui répondent à nos problématiques. Donc typiquement, je vous parlais avant de pouvoir restaurer un environnement, depuis la prod, de pouvoir restaurer un environnement de démo, de faire des tests de non-régression, etc. On s'est posé la question, tous ces processus ont un certain nombre de tâches communes. Donc, on a sorti ces tâches et on est reparti à l'inverse, à savoir avoir les blocs de base et en utilisant ces blocs de base, pouvoir créer des pipelines plus ou moins complexes pour couvrir nos anciens scénarios. Et le fait d'avoir réfléchi sur ce dont on avait besoin dans notre cas permet aussi, dans le cas de nouveaux use cases, d'arriver rapidement à une solution.
Alors quelques chiffres, puisque bon, voilà, c'est bien beau de dire ouais, on a fait, etc. En novembre 2020, qui était la date de première mise en production d'une application sur OKD, on avait un cluster, 4 environnements, on avait 3 applications par environnement, on avait 18 pods par environnement. Le monitoring, il se faisait avec les logs, donc on avait les logs un par pod, et puis après, on allait gentiment chercher les erreurs là-dedans. Et si tant est soit-il qu'on avait un problème, on avait de l'ordre d'une semaine pour récupérer. Ça, c'était la solution qui nous avait été installée initialement par l'éditeur. En 2025, alors on s'est un peu amélioré, puisque maintenant on a un peu évolué. Donc en cluster, on en a un au KD en front, et on en a 3 au niveau back, selon l'architecture qui a été présentée juste avant. Les environnements, on est toujours à 4, on va dire, normaux, plus 2 temporaires pour faire de la migration, principalement. Les applications, dont on était à 3, on est passé à plus de 25, donc on s'est un peu amélioré aussi là-dessus. Les pods, on était à 18, maintenant on en est à quasiment 4 fois plus. Les pipelines, on n'en avait pas à l'époque, maintenant on en a 40 par environnement. Donc autant vous dire que les pipelines, on aime bien ça. Et puis pour le monitoring, au lieu d'aller se taper les logs comme on le faisait en 2020, maintenant on a des indicateurs, on a des dizaines d'indicateurs techniques et métiers qui nous permettent de monitorer ce qui se passe dans nos systèmes d'informatique. Au niveau du temps de récupération, on est passé de plus d'une semaine à quelques minutes. Donc on a un problème, on utilise l'architecture en un clic à peu près. On arrive à restaurer un système. Donc autant vous dire que dans ces temps où on a des problématiques de hacking, etc., le fait de se dire, ouais, bon, ok, on peut perdre notre environnement en quelques minutes, on l'a remis en place, c'est gentiment rassurant. Pour le management, ok, ça se casse, c'est pas un problème, on le remet en quelques minutes en prod. Donc pour le moment, on utilise des environnements internes. On a la possibilité, depuis quelques mois, de passer sur le cloud. Donc c'est aussi un projet qui sera probablement à l'ordre du jour en 2026, de regarder comment est-ce que notre temps de récupération de quelques minutes s'applique aussi sur un environnement cloud, dans le cas d'une cyberattaque ou d'un ransomware ou de ce genre de choses, ou alors je ne sais pas, il n'y a plus d'électricité sur Vevey, de pouvoir passer sur un environnement externe, tout en restant avec des périodes de non-disponibilité de minutes et plus de jours. Donc tout ça, bien sûr, ce n'est pas miraculeux, c'est grâce à ce qui a été mis en place. Alors, quels étaient les challenges? Parce que, bon, comme je vous disais, on est parti quand même d'une boîte noire à quelque chose où maintenant c'est un standard chez nous. Le premier standard, il était clairement humain. Donc, à savoir, on arrive, on a des gens qui ne sont pas formés sur OpenShift, qui, au niveau des conteneurs, sont probablement les conteneurs, c'est les machins qu'il y a sur les bateaux. Non, pas tout à fait. Donc, il y a tout un premier challenge de faire monter les gens en compétences, donc avec un encadrement, parce que le faire seul, je pense que c'est la meilleure façon de jamais monter en compétences. On va commencer à faire des trucs, et puis à la fin, on va s'apercevoir que, ouais, bon, on va peut-être faire quelque chose d'autre finalement. Avec un partenaire qui peut vous faire monter en compétences, ça a 2 avantages. 1, vous faites les choses correctement plutôt que de partir un peu n'importe comment. Et 2, en interne, les gens se forment au fur et à mesure. Donc on a les expériences, on a les hiccups, etc., avec un partenaire qui nous permet de les résoudre rapidement et facilement. Et puis ça évite cette peur de « Ah, la boîte noire, finalement la boîte elle n'est pas si noire que ça, elle s'ouvre très bien. On peut même changer les choses qu'il y a dedans, donc tout va bien. » Je voudrais ajouter quelque chose aussi. Le risque aussi avec ce type de technologie, c'est de construire au fur et à mesure, c'est-à-dire de faire au fur et à mesure des besoins. Et du coup, le problème, c'est que si on n'a pas une vision à 2-4 ans, se dire, voilà, la stratégie, c'est d'aller là-bas,
on va construire quelque chose qui va être adapté aux besoins immédiats, mais qui peut mal évoluer. Nous, on a pas mal fait d'audits sur des infrastructures existantes, et on a quand même fait ce constat. Donc du coup, nous voilà, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, c'est de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on aide nos clients à avoir une vision plus loin. Et voilà, en fonction de son métier, en fonction de ses contraintes, etc. Donc le deuxième challenge est clairement technique, puisque plateforme de containerisation égale nouvelle technologie. Donc backup, on a mis Kasten, le support, l'analyse des incidents, c'est pas tout à fait la même chose que sur une application, on va dire, plus standard. La disponibilité, tout simplement, il faut que les applications soient faites correctement, il faut prévoir, provisionner pour pouvoir avoir de la disponibilité, que des pods puissent être backupés en les mettant en les arrêtant sans un call backup, etc. Le monitoring est clairement aussi important, parce que comme on vous disait, quand on arrive où il y a plein de pods partout, et puis que faut aller trouver un problème quelque part, c'est beaucoup plus facile si vous avez déjà une plateforme de monitoring qui vous dit là il y a un problème. Tout ce qui est la sécurité aussi, on a fait grâce à Affiche aussi toute une gestion automatique des certificats, des versions. Donc là les certificats, au lieu d'avoir le certificat qui expire et puis se dire il n'y a plus rien qui marche, c'est bizarre, on a un renouvellement automatique des certificats avec la plateforme qui a été mise en place, ce qui nous évite ce genre de problématiques. Les leçons apprises, donc, première chose, il faut décider par rapport à l'informatique que vous avez en place, internaliser ou externaliser, c'est la première chose, ça fait partie de la stratégie informatique de la société. L'accompagnement, pour moi, est clé, puisque c'est compliqué de trouver des gens formés sur le marché, donc de toute façon, il faut former les gens. On a décidé au niveau de la caisse de former en interne, et donc, on voit que ça se fait. Je pense que si on regarde Antoine, en une année, il est devenu l'expert parmi les gens qui sont chez nous. Donc maintenant, tête bien faite initiale. Après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, avec un partenaire qui peut vous épauler, ça se fait très bien. Alors maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut prévoir. Il y a une stratégie de montée en compétences progressive, planifiée, avec, encore une fois, les gens qui peuvent vous donner des bonnes réponses là-dessus. Au niveau des enjeux, on voit qu'il y a de plus en plus de logiciels qui nous sont proposés uniquement sous forme conteneur Docker ou autre. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. On voit l'administration fédérale nous livre maintenant des conteneurs Docker. C'est ouais, ok, donc ceux qui ne sont pas passés à la containerisation, je ne sais pas comment ils font. En 2030, il avait été prédit que 90% des sociétés seraient passées à la containerisation, donc on verra, c'est dans 5 ans. De mon point de vue, la technologie est clairement mature maintenant. Le passage est inéluctable pour la majorité des sociétés. Alors peut-être pas pour des PME qui font autre chose, mais on a des gains de productivité, on a des gains d'efficacité. Par contre, il faut planifier. L'intégration de l'IA et du cloud sera aussi facilitée grâce à, notamment, OpenShift a déjà ses modules qui arrivent. Donc, pour moi, 1, c'est faisable. 2, il faut clairement planifier et se faire accompagner par des professionnels. Et au bout de 2 ans, je crois qu'au bout de 2 ans, on était à peu près autonome. De tête, je me retourne vers Fred qui a 2 ans, je pense. Ouais. Avec 0 connaissance préalable. Et puis hier, j'ai dû refaire une mise en prod avec des scripts Unix. On voit quand même qu'il y a des différences entre les environnements. Là, je parle à mes collègues. C'est plus simple avec OpenShift qu'avec les mises en prod de scripts, mais bon. Donc comme quoi, des choses qui faisaient peur initialement, à la fin, on se dit, ouais, 1, c'est pas la mer à boire. Et 2, on arrive même à les préférer à ce qu'on faisait il y a 10 ans, voire 5. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est tous endormis. Ah non, vas-y. Ouais, des questions là-haut. Bonjour. Petite question de curiosité vous avez parlé des certificats et de leur renouvellement, etc. Quelle stratégie vous avez mis en place pour les changements de CA?
Alors actuellement, au niveau des C, on garde les mêmes, donc on n'a pas trop le problème. Pour les routes, mais les intermédiaires, vous en avez un, plusieurs, enfin ils vont expirer. Comment est-ce que vous allez les gérer? Alors là, pour le moment, c'est la même chose que le reste. Il y a le même traitement, il n'y a pas de différence. Non, c'est interne. Donc, on va les chercher, en plus on va les chercher chez Infomaniac pour ne pas les nommer. Donc, ok, d'accord. Donc vous êtes sur une infrastructure PKI publique. Oui. C'est ça que je voulais un peu creuser. Puis, ouais. Donc tout est automatique et puis on n'a pas réellement de différence entre les différents certificats. Merci. Donc il faut savoir qu'avant qu'on fasse des renouvellements automatiques, on avait la petite blague que le jour où ça s'expirait, il fallait réinstaller. Petite blague de l'éditeur, mais bon, voilà, c'est comme ça. Quoi. Oui, bonjour. Vous avez mentionné sur les slides l'utilisation de Tekton. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir sur ce choix? Tekton, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est Kubernetes native. Il n'y a pas de serveur. C'est etcd la base de données, c'est Kubernetes l'API. C'est un enchaînement de pods avec du paramétrable. Donc, pour moi, c'est très simple à mettre en œuvre. Et c'est du Kubernetes pur. Donc, les équipes, si elles font déjà du Kubernetes, passer à Tekton, c'est très, très simple. Donc tous les builds que vous faites, toutes les images custom que vous faites, elles passent par Tekton. Vous n'avez pas des pipelines en dehors dans Azure DevOps? Non, parce qu'on récupère déjà des packages qui sont préfaits, qu'on patch. C'est éditeur externe. Là. C'est pas, les applis ne sont pas développés en interne. Non. Dans ce cas-là. Mais moi, j'ai des clients qui font du Tekton aussi pour du build. Ou alors, ce qu'on a aussi, c'est le build, la CI avec du GitLab et le CD avec du Tekton. Parce que Tekton, ça va dans Cube. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'une partie du pipeline soit en Tekton. Merci. Merci pour le partage. Quels ont été vos choix pour la partie stockage persistante? Alors, stockage, initialement, on nous a livré quelque chose en GlusterFS. On a eu des gros problèmes au niveau de GlusterFS. C'est pas prévu pour de la production, donc on est sur Safe. Merci. Et ça marche bien. On n'a pas eu de problème depuis. C'est OpenShift Data Foundation qui est une surcouche à Ceph. C'est ODS, ça s'appelle comme ça? ODF. Ok. ODF, ouais. C'est ça. Et zéro problème depuis qu'on est passé là. Très bon choix. Merci pour la présentation déjà. Moi, c'est Omar, j'habite à Lausanne. Je suis content d'apprendre que nos AVS sont entre des bonnes mains. Pour la transition entre 2020 et 2025, il y a une architecture qui a évolué. Ma question est la suivante. Comment aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu en février sur le canton de Vaud, la transition en matière de résilience, la capacité de ce pod de s'assurer que ce n'est pas la totalité qui est infectée, comment pouvez-vous restaurer? Et c'est quoi les délais de résilience qui est aujourd'hui mesurable? Et s'il y a une ordonnance quelque part qui cadre cette partie-là? Alors, on a plusieurs choses déjà. Donc, on a une partie front et une partie back qui sont bien distinctes. Donc, la partie front et la partie back se resynchronisent automatiquement. Ça, c'est la partie applicative, ce n'est pas la partie qu'on a mis en place. Donc après, la partie front est effectivement attaquable facilement, puisque dans le cas d'une problématique quelconque, on est sur quelques heures, le temps de décider en fait. Ça prend plus de temps à décider d'arrêter que de redémarrer. Pour la partie back-office, c'est à peu près le même acabit, à savoir la partie technique est facile à faire, la partie décision sera probablement ce qui prend le plus de temps. Donc sachant qu'on a des alternatives pour démarrer sur des environnements qui ne sont pas chez nous, qu'on a déjà, nous, plusieurs environnements, un qui est chez nous, un qui n'est pas chez nous. Donc on a des alternatives maintenant, après, pour les mettre en place politiquement, voire à droite à gauche, etc. C'est ce qui nous prendra le plus de temps. Techniquement, grâce à l'architecture, de facto, on est sur du résilient à ce niveau-là. Une dernière question? C'est pas pour ça qu'il faut attaquer la caisse. Conclusion. On veut nos retraites quand même.
Tout à fait. Donc, ceci étant dit, on s'en est bien positionné par rapport au système qu'on a actuellement en place pour résister à des cyberattaques et si tant est soit-il qu'on tombe, pouvoir derrière redémarrer sans trop de casse. Mais c'est bien que ça reste de la théorie. Merci. Merci. Et pour ceux qui ont des questions, on sera disponible dans la zone de rencontre. Merci. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. Merci. Okay.